Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 3 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Valérie Roumanoff, qui est l'auteure du blog Drôle de maman et du site pourallermieux.com. Elle est hypnothérapeute, formatrice et auteure de nombreux livres. Bonjour Valérie. Bonjour Émilie. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. On va commencer par la toute première question qui est: qui es-tu? Qui je suis? Je suis Valérie, je suis hypnothérapeute, je suis formatrice, je suis auteure de plusieurs livres, comme tu l'as dit. Je suis maman de 2 enfants, de 2 filles. Euh, voilà, on peut dire à peu près ça. C'est pas mal déjà. Et du coup, tu fais quoi comme métier? Alors, je suis hypnothérapeute, ça veut dire que je reçois des gens, des enfants, des ados, des adultes, pour les aider à trouver ou à aller chercher les solutions ou les aménagements dont ils ont besoin pour aller mieux. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est offrir justement ce cadre euh, rassurant, on va dire, qui leur permet d'aller chercher en eux ce dont ils ont besoin, parce que je considère que c'est comme ça que ça marche et que c'est ça qui fait du bien dans cette pratique, c'est de pouvoir soi-même finalement trouver ce qui nous correspond, parce on est chacun est la meilleure personne et le meilleur thérapeute pour lui-même. Il faut juste avoir justement ce cadre, cette possibilité d'aller chercher ce dont on a besoin pour pouvoir aller mieux. Tellement, j'aime beaucoup ce préalable en fait à l'accompagnement, de se dire que dans l'autre, il y a tout ce qu'il faut pour aller bien. C'est juste que là, il y a un tout petit truc qui a bugué, qui va pas super, et qu'il suffit de retrouver, remettre la lumière sur. J'ai une formatrice qui me disait souvent ça. Elle me disait, moi, j'utilise la lumière comme sur une scène, à pointer ce qui va pas, enfin, à pointer pas ce qui va pas, justement, ce qui pourrait aller mieux, et que si on regardait ailleurs, on verrait les choses différemment. Tout Et à c'est fait. super intéressant. Mm, J'adore. mm, mm. C'est souvent un changement de point de vue, un changement de point de vue qui fait qu'on voit les choses d'une autre façon, tout à fait. Carrément. C'est quoi qui t'a amené à faire ce métier-là, du coup? Alors moi, je n'étais pas du tout dans cette branche-là, puisque j'ai été pendant de nombreuses années comédienne et directrice d'une école de théâtre pour adultes. Alors en même temps, c'était une façon d'aller mieux aussi, parce que les gens, ils arrivaient, ils étaient un petit peu timides des fois, et puis ils ressortaient après à la fin de l'année, ayant fait un spectacle devant des centaines de personnes, et ils étaient tout à fait autrement. Alors c'était une façon de les accompagner, mais différente. Et puis j'ai vécu un bouleversement, on va dire un petit peu difficile, hein, comme tous les bouleversements. Et j'ai essayé différentes choses, et c'est vraiment l'hypnose qui m'a apporté une aide fabuleuse. Et donc, suite à ça, je me suis passionnée complètement pour cette pratique, je me suis renseignée, je me suis formée, j'ai fait tout ce qui est possible de faire pour en savoir plus. Et puis, c'est devenu tellement une passion de tous les jours et de chaque instant que j'en ai fait mon métier. Génial. J'aime bien poser la question, tu sais, parce que ce podcast s'adresse aux professionnels qui accompagnent des ados. C'était comment ton adolescence à toi? Alors, mon adolescence, à moi, elle était très calme. Elle était très sage et très calme, et sans doute un peu trop. C'est marrant hein, de faire une mini régression dans notre adolescence, de se dire, mince, c'était comment en fait? C'est Donc ça. c'était calme chez toi. Ouais. Ok. C'est quoi ton plus à toi dans l'accompagnement des ados et des jeunes adultes? Alors, mon plus, je sais pas, mais ce que j'aime bien faire, moi, c'est rétablir la communication avec les parents. Parce que souvent à cette période-là, c'est compliqué la communication, et donc on peut accompagner les ados d'un côté, bon les parents de l'autre, mais moi j'aime bien que ce lien en fait se renoue, ou que ce qui empêche le lien s'enlève pour que cette communication revienne, parce que c'est ça qui va les aider peut-être plus, et au quotidien de pouvoir avoir de nouveau ce dialogue ou cette compréhension en tout cas mutuelle. C'est ça que j'aime bien mettre en place. Je comprends. Qu'est-ce qui te marque le plus souvent dans ces accompagnements d'ados? Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent peut-être plus en ce moment avec la période, peut-être, enfin, tu vois, quelque chose que tu as envie de mettre en lumière par rapport à l'accompagnement des ados en ce moment?
Alors en ce moment, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les ados vont pas bien en ce moment, et cetera. Alors moi, c'est pas trop l'expérience que j'en ai en cabinet, je dois dire. J'ai pas ça. Donc je sais pas pourquoi. Ils viennent pas me voir ceux-là. Ils vont voir d'autres personnes, je sais pas. Moi, ce qui me marque avec les ados, je dirais en général, c'est leur curiosité. C'est la curiosité de la découverte des phénomènes hypnotiques ou des choses voilà qui peuvent se passer, et ils ont relativement facilement cet accès à cette envie de découvrir, d'expérimenter, qui est pas celle des adultes et qui est pas non plus celle des enfants, qui est assez intéressée, comme vraiment quelque chose de nouveau, dont on leur a pas parlé, et tiens, c'est curieux, c'est rigolo, et si j'essayais, et c'est cet enthousiasme en fait que j'apprécie beaucoup. Carrément. Et puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une génération qui a eu accès dès tout petit à plein de choses. Et ils vont beaucoup plus vite que nous sur certains trucs, type internet, des connaissances. En fait, enfin, je veux dire, quand j'étais jeune, s'il fallait chercher des infos, on ouvrait l'Encyclopédia Universalis. Ça prenait 1 heure et demie parce qu'il fallait trouver la bonne page. Et c'était quelqu'un qui avait 30 ans de plus que moi qui l'avait écrit, voire 40 ans de plus que moi. Donc du coup, c'était pas du tout la même vision de ce qu'ils ont aujourd'hui, puisqu'ils ont un accès illimité à l'information et ils vont la chercher. Enfin, moi, c'est ça que je trouve dingue. C'est-à-dire que des jeunes, il y a des jeunes qui suivent des gens qui leur expliquent comment aller mieux, qui tentent, qui testent, qui essayent. Et ce que j'aime, c'est leur engagement et effectivement, comme tu dis, leur curiosité, c'est clair. Mm, c'est très appréciable. Ouais. C'est chouette. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde et qui touche beaucoup les ados. Et puis, il y a beaucoup d'ados qui viennent me voir en disant, de toute façon, moi, les profs m'ont dit que j'avais pas confiance en moi, alors ça doit être ça, je viens travailler ça. Ok, et à quoi tu vois que tu n'as pas confiance en toi? Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la confiance en soi pour toi? Alors la confiance en soi, c'est le jugement en fait qu'on pose sur notre capacité à pouvoir faire les choses. Donc, est-ce qu'on se sent capable? Est-ce qu'on se sent en capacité de faire les choses qui nous tiennent à cœur? Et sinon, bah, on n'a pas confiance. Et si oui, bah, on a confiance. Et puis après, dans quelle mesure? Et puis ça règle, c'est le pourcentage de confiance en soi. Donc, on peut avoir confiance en soi dans certains domaines pour certaines choses, et puis moins dans d'autres domaines et dans d'autres choses. Donc, c'est toujours intéressant, comme tu parlais de cette histoire de projecteur, de pouvoir mettre la lumière sur là où ils ont confiance et ils savent qu'ils peuvent le faire et qu'ils savent le faire. Et c'est une question que j'aime bien poser, moi, toujours au début, c'est qu'est-ce que tu sais très bien faire? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Parce que souvent, quand on aime bien faire quelque chose, on sait bien le faire, et réciproquement. Et du coup, ça permet déjà de savoir bah, où de pouvoir contacter cette confiance qui est là, et qui est de se dire, bah, moi, je sais faire ça, donc je sais que je sais le faire, et donc je peux avoir confiance en moi par rapport à ça. Mm. Ouais, c'est important. Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que souvent ils ont l'impression qu'ils n'ont pas confiance en eux sur tout, mais en fait, quand on regarde, en fait, ils savent très bien répondre à leurs parents quand ils sont pas d'accord et là-dessus, ils ont confiance en eux. Et et sur certes je plaisante avec ça, mais c'est une manière aussi de détourner un peu le truc et de réaliser que, OK, en fait, c'est des pistes d'apprentissage aussi de la confiance en soi, ça. Bien sûr, de savoir où on se sent fort. Après, il y a l'histoire de l'estime de soi, qui est autre chose en fait, qui est plutôt de la façon dont on se considère valable, avoir de la valeur. Et donc ça, c'est plus par rapport à tout ce qui peut être des critères de valeur à cet âge-là, c'est-à-dire l'apparence, les accessoires ou les habits ou les choses qu'on peut avoir et qui vont nous conférer une certaine valeur. Donc de pouvoir savoir où cet ado-là met la valeur qu'il a, et de pouvoir peut-être l'aider à reconsidérer ces critères de valeur comme étant peut-être bah, un peu décalés par rapport à sa vraie valeur Mmh. intrinsèque et inaltérable qui est en lui. Souvent, c'est lié ce truc-là de confiance et d'estime. Moi, je sais que très souvent, je leur décris ce que c'est que la confiance et je leur donne une grille de lecture sur ce que c'est que la confiance et une grille de lecture sur ce que c'est que l'estime pour qu'ils puissent avoir une idée un peu plus claire. Ça se nourrit un petit peu, on est d'accord? Complètement, complètement, complètement. Et ta question de tout à l'heure, comment tu sais que tu n'as pas confiance, elle est tout à fait, elle est hyper pertinente. Et c'est aussi comment tu sauras que tu as confiance. Qu'est-ce que ça va changer pour toi d'avoir confiance? Et des fois, il parle de choses qui n'ont rien à voir avec la confiance en soi à ce moment-là. Ouais, tout La à fait. confiance en soi, c'est vraiment un gros sac dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Et les adultes, c'est pareil en fait, hein. Très souvent, ils viennent en disant mon problème, c'est la confiance en moi. Non, très souvent, c'est pas une histoire de confiance en soi. Carrément. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure,
souvent les ados, ils sont en comparaison, ils sont en découverte d'eux-mêmes, ils sont un petit peu perdus dans cette période, qu'est l'adolescence avec un boom, émotionnel, mais aussi hormonal et à tout plein de niveaux. Et puis, ben, du coup, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire. On manque de confiance sur ces trucs-là. On se rend compte que ça leur manque. Comment est-ce qu'on peut les aider? Techniquement, est-ce qu'il y a des trucs que tu utilises? Comment est-ce que tu fais pour les aider là-dessus? Alors, c'est bien d'avoir des choses précises, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et qu'ils n'arrivent pas à faire, parce que plus on va précisément, et plus finalement ça réduit l'endroit où ça se passe. Et c'est pas quelque chose qui recouvre tout leur quotidien ou toute leur personne, mais c'est un petit truc à un petit endroit où peut-être ils ont une difficulté. Donc, est-ce que c'est, je sais pas, une difficulté à l'école? Est-ce que c'est une difficulté de concentration? Ça peut être une difficulté qui est toute petite par rapport à tout le reste de leur vie. Mmh. Donc plus c'est précis, plus ça devient petit et plus et moins c'est important et du coup plus c'est facile de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça parce que c'est plus cette espèce d'immense montagne de je sais rien faire et je peux rien faire et voilà. Donc comme tu disais tout à l'heure, c'est un changement de point de vue. Donc on va regarder cette soi-disant incapacité de plus haut, de plus loin, en voyant tout l'ensemble du paysage et puis de se dire je n'y arrive pas encore. Donc ça, j'aime bien Ouais. cette formule-là, parce que ça suggère que bientôt, ça va être possible. Donc c'est pas j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, c'est je n'y arrive pas pour l'instant, je n'y arrive pas encore. Il y a aussi des problématiques d'étiquette. Je sais pas ce que tu en penses de ce truc-là, mais moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir en me disant, «De toute façon, moi, je suis timide, hein, j'arriverai jamais à parler en public. De toute façon, maman n'a jamais réussi à parler en public, donc moi, j'y arriverai pas non plus». On a Mm. tout un travail sur les croyances à faire là-dessus, parce que des fois, c'est pas toujours eux qui sont pas capables d'eux, c'est la croyance qu'ils ont de ne pas être capables d'eux. Enfin, c'est souvent ça, on est d'accord. Bah, c'est ça en fait, hein. C'est ça, parce qu'en fait, c'est un auto-jugement, donc c'est pas forcément le fait d'être capable ou pas, c'est le fait de croire qu'on est capable ou pas. Et c'est pas forcément l'expérience qui nous apprend ça, parce que il y a des tas de choses que les enfants, ces ados ont réussi à faire, ne serait-ce que, comme disait Erickson, d'apprendre à marcher. C'est quand même énorme d'apprendre à marcher, et ça, tout le monde y arrive, et on oublie cette immense réussite qui est là, visible tous les jours sous nos yeux, et on n'en tient pas compte, et on a l'impression que c'est rien, que c'est pas grave, que c'est pas important, et tout ça. Donc si on pouvait focaliser sur toutes les réussites passées, eh ben, on aurait déjà cette confiance qui serait là dans tout ce qu'on a déjà réussi à faire. Donc oui, c'est une croyance, c'est une façon de regarder le monde, de se regarder soi sous un prisme déformé. Ouais. C'est quoi le risque si on manque de confiance en soi? Si on croit Le qu'on risque, n'est c'est pas de ne pas faire capable. les choses qui nous tiennent à cœur, parce qu'on pense qu'on n'est pas Ouais. capable de les faire. Donc c'est ça, c'est de renoncer à nos rêves, de renoncer à nos désirs, de renoncer à nos besoins sous prétexte qu'on ne va pas y arriver ou qu'on n'est pas capable ou que c'est pas pour nous. Après, il y a toutes les autres croyances qu'on ne le mérite pas ou que, comme tu disais, ma mère n'a pas pu, donc moi non plus, et les générations suivantes non plus. Donc c'est tout ce qu'on va s'interdire, se limiter, se rétrécir. La confiance en soi, ça permet de s'élargir. Après, moi, je trouve que la confiance en soi, ça reste quand même un terme assez galvaudé. Donc, c'est plus la vision qu'on a de soi-même et des possibilités qui sont en nous. C'est plus, je trouve, en termes de possibilités. Quelles sont les possibilités que j'ai et comment ouvrir, élargir au maximum toutes ces possibilités pour que j'ai le choix. Parce que pour moi, l'hypnose, c'est quand même ça. C'est quand même s'offrir du choix. Et que souvent, quand ça va pas, on est coincé soit parce qu'on n'a pas de choix, soit parce qu'on a deux choix et que les deux nous plaisent pas. Et que dans la confiance en soi, notamment, si on parle de ce sujet-là, soit on n'a pas confiance et ça ne nous plaît pas, soit on a trop confiance et ça ne nous plaît pas, parce qu'on veut pas devenir prétentieux, parce qu'on veut pas devenir, on veut pas se la raconter, on veut pas faire sa belle, on veut pas, etc. Donc, comment on fait? On est obligé d'être modeste ou d'être un peu en retrait pour pas être prétentieux, et en même temps, ça nous plaît pas. Donc, on est coincé dans ces deux choix et on est mal. Donc l'idée de l'hypnose, c'est d'ouvrir ce choix. Il y a des milliards de possibilités au-dessus, en haut, en bas, à droite, à gauche, partout où on n'a pas encore envisagé. Et le fait de faire de l'hypnose, c'est vraiment d'ouvrir toutes ces possibilités, d'ouvrir tous ces choix pour après pouvoir sélectionner celui qui nous convient vraiment. Mm. Donc le risque, pour répondre à ta question de pas de confiance, c'est d'avoir des choix très limités, et dans ces choix très limités, d'en avoir aucun qui nous plaît vraiment. Oui, et puis, si tu me permets, j'ajouterais aussi le truc de se mettre une étiquette de je suis pas capable. Et quand je me mets une étiquette de je suis pas capable, je la porte une bonne partie de ma vie.
bien sûr, toutes les étiquettes, on les porte tout le temps, les «je suis timide», les «je suis pas capable», les «je sais pas prendre la parole en public», les tout ça. Mmh. Non, ça a été vrai à un moment donné, peut-être dans une circonstance face à une certaine personne, mais c'est pas pour ça que, c'est vrai tout le temps, partout, avec tout le monde. Comment est-ce qu'on peut accompagner les parents là-dessus? Parce qu'ils sont souvent en je vais pas dire, responsables parce que c'est pas un but de culpabiliser, mais en tout cas, ils ont une part de responsabilité dans cette confiance de nos ados et de nos enfants, parce qu'on en a marre de leur dire 50 fois de ranger leurs affaires et qu'au bout d'un moment, on leur dit que de toute façon, ils savent pas ranger leurs affaires et qu'il y en a ras-le-bol. Et que c'est important de travailler. Enfin, en tout cas, pour moi, je travaille souvent sur les mineurs, avec les mineurs, en tout cas les ados mineurs, Oui, au niveau des parents bien aussi. Est-ce sûr. que c'est quelque chose que tu fais aussi? Complètement, complètement. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est eux qui vivent avec eux, donc c'est eux qui vont pouvoir faire les changements qui vont durer les plus longtemps et qui vont être importants. Donc bien sûr, c'est hyper important. Donc les parents, ce qu'ils peuvent faire, eh bien, c'est encourager leurs enfants parce qu'en fait, souvent, on arrête. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont petits, on les encourage à marcher, on l'a dit, on les encourage à manger, on les encourage à faire toutes sortes de choses qui sont pas encore capables de faire. Et c'est cet encouragement qui fait qu'ils y arrivent. Et après, une fois qu'ils savent marcher, parler, s'habiller, se laver, bah, on dit bon, bah, c'est bon, quoi. Et on arrête de les encourager et de les soutenir et de valider, en fait, chaque réussite comme si elle était normale et naturelle. Et en fait, c'est dommage parce que vraiment, on a besoin de ce soutien, de ces encouragements, de ce allez, vas-y, allez, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire, je sais que t'en es capable. Et du coup, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que l'enfant va en effet se sentir capable et va surtout pouvoir valoriser ses propres réussites comme quelque chose d'important. Donc, les parents, ils peuvent vraiment faire tout ce système-là, ce qui est vraiment pas ce qu'on fait hein, dans l'éducation normale. On dit, faut pas qu'il prenne la grosse tête, faut pas que ceci, faut pas que cela. Non, en fait, il faut qu'il ait cette confiance, c'est hyper important. Donc l'idée, c'est de valider, d'encourager, de féliciter des choses précises et des actions. Et pas de faire des compliments sur la personne. Par exemple, si on dit à un enfant, à un ado, t'es intelligent, t'es beau, t'es belle, bah finalement, il va pas très bien savoir pourquoi ni comment, et finalement, il va être un peu dépendant de la personne qui lui fait les compliments parce que ça se raccroche à rien. Si on lui dit voilà, tu as réussi à apprendre à nager, maintenant tu sais nager et tu as fait tous ces efforts qui ont mené au fait que maintenant tu nages et c'est super et bravo et c'est très bien tous ces efforts que tu as fait, et ben il va savoir que ça c'est quelque chose qui peut compter dans son sac de réussite qui peut avoir intégré à l'intérieur et sur lesquels il peut s'appuyer indépendamment de la personne qui en parle. Donc c'est vraiment d'encourager les actions plutôt que des compliments sur la personne. Et ensuite, l'autre chose que peuvent faire les parents, c'est de leur confier des missions. Parce que souvent, les ados, comment dire, on les voit pas grandir en fait. On les voit pas grandir et ils sont capables de faire énormément de choses et c'est comme si on les maintenait en fait un petit peu involontairement dans un état d'enfant, un peu d'assisté où on va faire pour eux toutes sortes de choses et puis de temps en temps on va leur demander un truc puis ils veulent pas donc bon tant pis on va le faire pour eux ou on va se fâcher etc. Et en fait l'idée ce serait vraiment de leur confier des tâches, des missions, des choses à faire et plus ils vont avoir ça, plus ça va leur donner de l'autonomie, plus ils vont se sentir capables et mieux ça va aller pour tout le monde. Donc c'est de pouvoir un petit peu mettre à jour les capacités de ces ados au fur et à mesure qu'ils en acquièrent et de pouvoir les encourager à en développer. Et plus ils vont savoir faire des choses, que ce soit faire un gâteau, faire une lessive, n'importe quoi, passer la serpillière, couper la haie du jardin, tout ce qu'ils vont être capables de faire, eh bien ça va encourager leur confiance en eux et ça va en plus faciliter la vie de famille, ce qui est quand même pas mal. C'est cool comme idée ça, ça me plaît bien. Ça me plaît bien et puis j'aime beaucoup cette idée c'est important de valoriser l'action et j'ai vraiment envie de remettre un point là-dessus, sur plein de choses. Je vais donner un exemple concret. Hier, on est allés à Disney avec mes enfants. Ils sont plus petits, mais peu importe, c'est pour donner l'idée. Je les ai valorisés à la fin de la journée parce qu'ils n'ont pas fait une crise dans les files d'attente. Ils ont été mignons tout du long. Et arrivé à la fin de la journée, j'ai commencé à leur dire ah, vous avez été sympa. Et j'ai mon petit garçon qui est élevé par une hypno qui me regarde et qui me dit pourquoi on a été sympa. C'était quoi être sympa. Et j'ai adoré ce recadrage et j'aime bien l'idée de se redire ok, c'est quoi que je valorise là. Mon enfant, je l'aime inconditionnellement et il le sait. Et c'est ce que je rappelle aux parents. Je leur dis toujours vous les aimez. Je sais très bien que vous les aimez. Le problème, c'est cette action-là, spécifiquement, qui vous pose problème. Valorisez-le sur cette action-là, ou sur ce que vous voudriez de cette action-là.
en tout cas qu'on puisse remettre du sens dans les choses, parce qu'effectivement, en tant que parents, parfois ils ont tendance à englober le tout C'est ça. et mettre tout ensemble, quoi. C'est ça. Donc précisément qu'est-ce qui va pas et précisément tout ce qui va. Donc comme ça, on sait de quoi on parle. Tout à fait. Petite question, enfin, on n'arrête pas les questions, donc une autre question. On parle de confiance en soi. Est-ce que ça a un rapport entre la confiance en soi qu'un ado peut avoir de lui-même et la confiance que les parents donnent à l'ado? C'est-à-dire, j'ai confiance en mon ado quand il sort, je sais qu'il va faire attention, qu'il va être vigilant, que tout ça. J'ai confiance en mon ado quand je lui demande de faire un gâteau, je sais qu'il va pas faire brûler la maison. Enfin, tu vois? Est-ce Bien que ça a un sûr, bien rapport? sûr. Alors, bien sûr, cette confiance, elle est en rapport et elle est aussi en rapport avec la confiance que le parent il a en lui-même. C'est-à-dire que si le parent il considère qu'il n'est pas forcément un parent suffisamment bon, pour reprendre la formule, eh ben il n'aura pas des enfants suffisamment bien pour pouvoir leur faire confiance. Donc finalement, un parent qui fait pas confiance à son ado, c'est comme s'il se faisait pas confiance à lui-même en tant que parent pour avoir inculqué ou appris à son enfant tout ce qui était nécessaire pour qu'il puisse faire les choses tout seul. Donc oui, la confiance, elle est partout en fait. Mmh. Elle est en soi, en l'autre. Le fait qu'on nous en donne, eh ben, ça nous la renforce. Et le fait qu'on nous en enlève, ça nous en enlève. Donc bien sûr, tout ça c'est lié. Donc c'est comment est-ce que chacun peut progresser dans cette avancée vers la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance les uns par rapport aux autres pour pouvoir justement sur des actions précises, sur des tâches, sur des missions, sur des sorties, sur des choses vraiment très, très précises au départ, même qui peuvent être déterminées dans le temps. C'est-à-dire pendant une semaine, on fait ça. Moi, j'aime bien faire des marchés comme ça, entre les ados et les parents. Pendant une semaine, vous faites un marché où chacun est gagnant-gagnant. Et à la fin de la semaine, on regarde ce qui se passe. Donc pour justement pouvoir faire un bilan et que chacun puisse ajuster son comportement en fonction de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit, pas à pas et ensemble. C'est pas mal cette histoire. Lors du premier épisode en interview de la première saison, j'avais interviewé une coach avec qui on avait parlé du rapport entre les parents et les ados et le fait de déculpabiliser les parents et de les aider à prendre leur place de parents. Et dans cet épisode-là, elle nous parlait de contrat. Et c'est un truc qui m'a vraiment fait du bien fou dans mon accompagnement de me rappeler cette histoire de contrat. Et un contrat, on peut le passer, nous, en tant qu'accompagnants avec l'ado, mais on peut aussi faire passer des contrats entre les parents et les ados. Oui. C'est, enfin, quand Alors le moi, je fais ça contrat, très souvent. voilà. Très souvent, par exemple, par rapport aux devoirs, qui est souvent quand même un problème récurrent. Comment faire pour que mon ado il fasse ses devoirs et il veut pas et nanana, et ça fait des conflits et on crie et ça fait des soirées pourries pour tout le monde et tout. Donc en général, ce que je dis à l'ado, c'est est-ce que tu aimerais ne plus avoir tes parents sur le dos par rapport à ces temps de devoirs? Est-ce que tu aimerais qu'ils ne te parlent plus jamais de tes devoirs et de devoir les faire, etc. Alors en général, c'est oui, je voudrais qu'ils arrêtent. Et donc, je dis, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour qu'ils arrêtent? Est-ce que tu serais prêt, par exemple, à t'engager, à les faire, à l'heure que tu veux, de la façon que tu veux, etc., mais à les faire, que ce soit fait. Et de leur côté, tes parents, eux, vont s'engager à ne plus t'en parler. Et pendant une semaine, 15 jours, selon ce qui leur paraît bien, ça peut être un mois, on fait cet essai, cette période d'essai. Chacun doit remplir sa part du contrat. L'ado gère ses devoirs tout seul, en toute autonomie, ce qui lui apporte aussi un peu d'air et un peu de je suis capable de faire tout seul, en fait. J'ai pas besoin qu'on soit là, derrière moi, à me surveiller. Et le parent, lui, ça le décharge d'un poids de voilà, là, faut encore je m'occupe de ses devoirs, j'en peux plus, j'en ai marre et tout. Donc ça les fait aussi un petit peu respirer. Et à la fin de la période d'essai, on fait une réunion au sommet et on regarde est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Et je dis à l'ado à ce moment-là, tu te rends compte que si tu arrives à tenir ça, ça veut dire que tes parents vont ne plus jamais t'embêter avec tes histoires de devoirs. C'est quand même énorme. Donc tu as intérêt quand même à vraiment tenir le truc pour toi. C'est toi, là, c'est un avantage pour toi. Donc l'idée de ce marché-là, c'est que chacun soit gagnant. Les parents, ils ont les devoirs faits, ils n'ont plus besoin de s'en occuper. L'enfant, il a plus ses parents sur le dos, il est tranquille, il peut décider, est-ce qu'il prend son goûter d'abord, est-ce que d'abord il appelle un copain, il fait ce qu'il veut à partir du moment où c'est fait. Et tout le monde est content. Donc c'est comment on peut avoir cette modalité de gagnant-gagnant. Donc souvent, moi je fais un peu la médiatrice, je dis bon, est-ce que vous êtes d'accord pour ça, est-ce que ça vous va pour ça, est-ce que, etc. Vérifier dans le verbal et dans le non-verbal si tout le monde est vraiment d'accord, hein, c'est important. Parce que voilà, et d'avoir cette position de médiateur, ça permet de conclure un accord qu'il aurait été compliqué de conclure entre eux tout seuls, puisque voilà, on se rend pas bien compte quand on a un peu le nez dans le guidon ce qui se passe, mais de l'extérieur c'est plus facile. Et donc ça permet de créer justement
une meilleure communication après, parce que du coup, s'ils savent que voilà, l'ado est capable de faire ça, bah, ça va leur donner confiance et ils vont plus leur donner d'autonomie. L'ado, c'est ça qu'il veut, il veut de l'autonomie. Oui, et puis ça les responsabilise. Moi, je trouve ça génial de redonner de la responsabilité aux ados. C'est ça. Parce que, bah, comme tu le disais, on a tendance à continuer de les considérer comme des enfants et du coup à pas écouter quel est leur besoin derrière. Effectivement, c'est super important de leur redonner de la responsabilité. La difficulté qu'on peut avoir par rapport à ça, ou en tout cas c'est celle qui m'est remontée moi en séance, c'est par exemple le fait que si je lui laisse faire ses devoirs, ben soit ils vont pas être faits, soit sinon, eh ben il va les faire la nuit à 2 heures du mat et à cette heure-là, moi je voudrais bien qu'il dorme. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut bien établir les thèmes du contrat, que ce soit très clair. Et souvent, les parents me disent, mais non, on l'a laissé et il a rien fait. Mais il savait pas ce qu'il avait à gagner à les faire. Donc, faut que ce soit clair pour lui, qu'est-ce que tu as à gagner. Donc, des fois, ça peut être un truc en plus. Ça peut être, si je fais mes devoirs tous les soirs, mes parents s'engagent à ne plus jamais me confisquer mon téléphone. Donc ça peut être une motivation assez grande en général pour les ados, d'avoir l'idée que plus jamais ils vont être privés de leur téléphone, parce que c'est une punition qui, la plupart du temps, ne fonctionne pas du tout, et donc ça sert à rien en plus, et ça fait que renforcer la rancœur, le désir de vengeance, le sentiment d'impuissance, etc. Donc c'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc le fait d'enlever ça, ça soulage l'ado, et du coup il est très motivé pour Mhm. pouvoir vraiment faire ce qu'on lui demande. Donc c'est pas, il le fait parce qu'il est obligé, il le fait parce qu'il a quelque chose à gagner, ce qui est pas du tout la même chose. Donc c'est de la responsabilité, c'est de l'autonomie et c'est vraiment, je le fais pour moi et je le fais pas pour quelqu'un d'autre. Et il y a un tel gap en fait entre un enfant et un adolescent et des fois ça se passe en 3 semaines en fait, ça se passe très très vite. Donc les parents ils ont pas le temps de mettre à jour leur système de données concernant leur enfant, c'est hyper compliqué. Hein. Donc tu parlais de déculpabiliser les parents, bien sûr, faut déculpabiliser les parents, c'est pas évident, hein. C'est très compliqué. Déjà c'est compliqué d'être parent d'enfant, d'être parent d'ado, c'est compliqué aussi. Donc c'est tout le temps compliqué en fait. Donc il faut vraiment pouvoir leur dire, c'est normal qu'il y ait ce décalage de communication, c'est normal que vous vous compreniez plus. Par contre, c'est possible que vous vous compreniez à nouveau et je suis là pour ça. Donc, dites-moi où exactement se situe la difficulté. Et parce que souvent, les parents disent oui, il fait des bêtises. Puis, mais c'est quoi des bêtises? C'est quoi en fait? C'est quoi exactement? Et c'est des trucs des fois, enfin c'est pas des fois, c'est toujours des trucs extrêmement précis. Et plus c'est précis, plus on peut apporter une solution précise. Ouais, j'adore ce truc-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Super. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure que le manque de confiance, ça faisait qu'on pensait, le manque de confiance en soi, ça faisait qu'on pouvait penser soit être nul enfin, ou pas Oui, beau ou je ne sais quoi, et passer à l'extrême. C'est un truc qu'on voit souvent dans l'apparence des ados. Quand je parle de l'apparence, là, je parle pas du physique, je parle de la manière de s'exprimer. Donc, c'est-à-dire ouais, de toute façon, moi, je sais que machin, tu vois, avec un espèce de paraître très sûr d'eux. Alors qu'en fait, à l'intérieur, bah, c'est tout rabougri. Je le dis gentiment et avec beaucoup de tendresse, mais à l'intérieur, on voit qu'ils sont tout perdus, quoi. bien Et sûr, bien sûr. ils Mais savent. la prétention ou l'apparence, comme tu dis, de surconfiance, c'est toujours un sentiment d'infériorité, en fait. L'expression d'un sentiment de supériorité, c'est toujours en rapport avec un sentiment d'infériorité à l'intérieur. Mais les adultes, c'est pareil, hein. On Donc, est d'accord. ceux qui paraissent tellement prétentieux, etc., c'est parce que ils ont ce sentiment d'infériorité-là qui se sentent obligés d'en faire plus, en fait, pour compenser. Quand on se sent bien dans ses baskets, on n'a pas besoin, en fait, de rouler des mécaniques, on n'a pas besoin d'en rajouter, puisque justement, on est OK. Mm. Donc, le problème de la confiance, moi, je trouve, c'est, souvent, je fais ça avec mes mains, mais là, ça se voit pas, puisqu'on est on est en audio, mais c'est de mettre la main gauche et la main droite à la même hauteur de là où on est. Et quand on n'a pas confiance, on se situe en dessous de là où on est. Et quand on est prétentieux, on se situe au-dessus de là où on est. Mais l'idée, c'est d'être vraiment à la hauteur de là où on est, qu'on soit haut ou bas, en fait, peu importe la hauteur, c'est d'être là où on est. Donc, on peut très bien être très, très bien et savoir qu'on est très bien, et ça s'appelle pas être prétentieux, ça s'appelle être juste là où on est. Donc c'est Mm. ça qui est important en fait. C'est pas tellement, je sais pas comment dire, l'échelle. C'est Mm. d'être au même endroit à l'intérieur, à l'extérieur. C'est cette homogénéité là qui est importante. Et puis en même temps, c'est super compliqué parce que la confiance en soi, on ne l'achète pas dans une brouette. Enfin, on la trouve pas dans on peut pas la trimballer dans une brouette, quoi. C'est pas concret, c'est un espèce de truc abstrait, une espèce de manière de quantifier. On vient de parler d'échelle, mais c'est très compliqué de savoir où est-ce que je me situe. En plus de ça, quand j'ai une estime de moi qui est un petit peu rabaissée par plein de situations de vie,
c'est pas simple comme situation. En fait, ce qui est très difficile pour les ados, c'est les notes. Parce qu'en fait, les notes, pour eux, c'est un jugement sur leur personne. C'est la valeur qu'ils ont, c'est la note qu'ils ont. Donc, il y a cette comparaison terrible des notes les uns avec les autres et de cette note qu'on me donne et qui me montre et qui me dit quelle est ma valeur. Et vraiment, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, et surtout avec les parents, parce que souvent les parents ont aussi cette idée-là que si leur enfant a des mauvaises notes, ben, finalement ils ont un mauvais enfant. S'il a des bonnes notes, ben, ils ont un enfant qui est bien ou qui va bien. Il y a des enfants qui ont des bonnes notes qui vont pas bien, et des enfants qui ont des mauvaises notes et qui vont très bien. Donc, et en dehors du fait d'aller bien ou d'aller mal, c'est être bien ou être quoi mauvais, ça veut rien dire. Donc c'est vraiment de redonner cette valeur comme quelque chose de complètement euh, comment je pourrais dire, complètement en dehors de tout ce que l'extérieur renvoie, et d'avoir cette valeur à l'intérieur de soi, et quelle que soit la note ou le jugement extérieur qu'on reçoit, que ça n'atteigne pas la valeur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est compliqué pour les ados, parce qu'on leur donne tellement de notes, tellement souvent, en leur expliquant tellement que c'est important et que c'est ça qui compte, et qu'il faut faire ci et ça pour avoir ces fameuses notes. Moi, j'ai tendance à tenir un discours un peu voilà, en disant l'école c'est pas si important. Tu disais tout à l'heure, c'est pas toute la vie l'école, c'est pas ça qui compte en fin de compte. Et quand plus tard, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, si on a eu 14 ou 12 ou 9, finalement on s'en fiche complètement, quoi. Donc c'est pas du tout aussi important que ça en a l'air. Et souvent les parents se laissent prendre à ce piège des notes, à ce piège des classements, et renforcent. Mais il y a aussi des enfants qui s'y prennent tout seuls, et les parents sont assez cool là-dessus. Mmh. Et c'est les enfants eux-mêmes qui se mettent la pression, les enfants, les ados, qui se mettent la pression là-dessus, et c'est vraiment pas la peine, quoi. Faut vraiment leur Sou expliquer que c'est pas la peine. Souvent, je leur dis que je connais pas grand monde qui, à 40 ans, te dit: «Moi, j'ai eu mon bac avec mention». C'est pas comme ça qu'on se présente, clairement. C'est pas ça qui est important, en fait, dans la vie. Mais effectivement, pour eux, c'est essentiel parce que c'est, 8 à 9 heures de temps par jour, tous les jours. Et puis, quand j'ai des bonnes notes, ben, papa, maman sont contents. C'est L'air ça. de rien, c'est important, hein. Bah, c'est ça. Et puis non seulement ils sont contents, mais aussi ils sont soulagés, comme si leur enfant avait des mauvaises notes, ben ça allait gâcher son avenir définitivement. Alors qu'aujourd'hui on vit dans une société quand même où les notes, les diplômes, les études sont pas du tout aussi importants que ça a pu l'être avant. Où en effet avant il y avait ceux qui avaient des diplômes et pas. Là aujourd'hui c'est quand même plus du tout ça. Moi souvent ce que je conseille aux enfants, aux parents, c'est de questionner leur entourage, dire demander aux gens autour de vous qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, jusqu'où ils ont été à l'école, et vous serez surpris de voir que c'est pas du tout ce que vous imaginez. Il y a énormément de différences, en fait. Donc, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle À l'école comme un poisson dans l'eau, où je répertorie tous les génies ou les gens qui ont extrêmement bien réussi et qui ont arrêté l'école avant le bac. Et on est surpris, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'on s'imagine. On imagine que forcément, si on réussit, alors après, c'est quoi réussir aussi? C'est une question du livre. Est-ce que réussir, c'est gagner de l'argent? Est-ce que réussir, c'est être heureux? Est-ce que réussir, c'est avoir une famille? Qu'est-ce que c'est réussir, en fait? C'est aussi la question qu'on peut poser à l'ado et aux parents. C'est quoi pour vous réussir? Qu'est-ce qui fait que vous vous direz, ça y est, mon ado, voilà, ça va? Donc, est-ce que c'est vraiment une question de notes qu'on a à l'école, ou est-ce que c'est pas là que ça se situe? Mmh. J'aime bien, travailler sur les valeurs de la famille. C'est quoi leurs valeurs? C'est quoi qui est essentiel pour papa? C'est quoi qui est essentiel pour maman? Ou pour maman et maman, ou pour papa et papa, peu importe. En tout cas, qu'est-ce qui est essentiel pour chacun des parents? Et qu'est-ce qui est essentiel pour l'enfant? Ou l'ado? Ou le jeune adulte? C'est C'est ça. intéressant de se questionner là-dessus parce que ça pose des questions de valeurs. Et quel est, tu sais, il y a un exercice en hypnose qu'on nous avait appris en systémie qui était celui du, hem, blason. C'est ça, c'était le blason. Il y avait les valeurs, il y avait les valeurs de ma famille d'origine, les valeurs que j'ai moi, les valeurs que j'ai maintenant, et les valeurs que je donne à mon enfant, enfin à ma famille. Et quelle est la phrase qui pourrait représenter ça, en fait. Oui. Donc, il y a des phrases surprenantes qui arrivent, hein, du type, «L'essentiel, c'est d'essayer», ou bien, «Travaille dur, ça marchera», ou j'en Ouais. sais rien, hein, plein d'autres Mmh. comme ça. C'est toujours Mmh. intéressant de sortir ça, et ça donne aussi une idée de la manière dont chacun s'estime là-dedans, chacun peut prendre sa place là-dedans, et après, du coup, de quelle est l'ampleur des possibles, et du coup, de comment je peux avoir confiance en moi dans ce cadre-là. Oui, oui, bien sûr, et de savoir vraiment ce qui compte, parce que souvent les enfants, ils essaient quand même, les ados, de se plier à,
à ce qui compte pour leurs parents, ou au contraire de faire le contraire, et de verbaliser tout ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet justement de mettre les points sur les i, enfin de savoir une fois de plus de quoi on parle et de quoi il est question, parce que c'est souvent très vague en fait, les objectifs ou les problèmes qui sont exposés, c'est souvent trop vague. Carrément. Donc, repréciser tout ça. Ouais. Super. On arrive au quiz de fin. Tu Oui. sais, les petites questions que je pose toujours à la fin, j'aime bien. C'est pour tout le monde, ou en tout cas ceux qui répondent au podcast. La première question, ça va être, qu'est-ce qui aurait changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc que tu te disais au départ, non, ça je ferai jamais, ou je ferai comme ça, je ferai comme ça. Alors souvent, ce qu'on me répond, c'est, bah moi, je recevais tout, je m'habillais très très classe quand je recevais des gens en séance parce que c'était important pour moi. Ou alors, ça pourrait être, c'est important pour moi en séance de paraître très professionnel et donc de vraiment être, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi? Je dirais qu'avant, systématiquement, je faisais sortir les parents, toujours. Et maintenant, je les fais sortir, des fois, et des fois, je les fais les rester. Et je trouve ça intéressant, qu'ils restent, en fait. Qu'ils restent pour à la fois qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils voient leur ado en train voilà. Tout dépend en fait si l'ado a besoin d'avoir un moment en privé ou dire des choses qu'il dirait pas devant ses parents, mais c'est finalement assez rare. Et parfois, le fait de laisser le parent là, de faire la séance avec lui, ben, ça permet justement d'initier ce dialogue, de remettre cette communication, de aussi pas focaliser que sur l'ado, mais aussi sur le parent et de voir que le problème n'est pas forcément là où on le croit et que la solution n'est pas forcément là où on le croit non plus. Donc ça amène d'autres choses et ça, voilà, je faisais pas ça au début. C'est t'autoriser en fait à sortir de ton cadre initial et donc du coup de travailler avec les parents aussi, donc travailler la systémie. C'est ça, mais plus, c'est-à-dire qu'avant, j'avais la perception de ce qui se passait, mais j'étais moins, comment dire, j'avais moins de facilité à pouvoir le dire aux parents en fait, parce que finalement, j'ai l'impression qu'ils venaient pour leur ado ou pour leur enfant, et que là, je me rends compte que c'est hyper important qu'ils soient au courant de ce qui se passe et qu'ils puissent avoir justement ce changement d'angle de vue qui est assez salvateur. Ça me va. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la toi qui débutait? Ben, je dirais, fais-toi confiance. C'est chouette, c'est un peu le thème de notre podcast, j'adore. Ça me va bien. Est-ce qu'il y a des moments où tu délègues des accompagnements? Tu sais, des moments où tu te dis, ben là, je peux plus le faire toute seule, ou alors je peux plus l'accompagner moi. Est-ce que ça t'arrive? Ça m'arrive plutôt au début, c'est-à-dire avant de commencer. Quand D'accord. c'est des profils un peu particuliers ou des enfants, des ados qui ont des retards, par exemple, moteurs ou mentaux, et où je me sens pas forcément la meilleure personne pour les accompagner, c'est plutôt en début, en fait, que après. Ouais. D'accord. Ok. Et ça va être dans quel cadre? C'est-à-dire dans quelle situation tu te dis que t'es pas la bonne personne du coup? Ben voilà, donc, ou alors quand les parents ils ont des attentes peut-être par rapport à l'hypnose qui n'est pas ce que je peux leur apporter. Donc par exemple Mhm. dans ces cas que je viens de citer, voilà, ou que oui, je dirais que c'est plutôt dans ce genre de situation. Ça marche, super. Ok. Est-ce qu'il y aurait trois choses, situations, des données, des vérifications que tu fais au début de chaque accompagnement avec un ado? Bah, comme je disais tout à l'heure, je demande toujours ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, ce Mhm. qu'il fait bien. Ça, c'est systématique. Je suis pas très systématique, moi, en fait. Je je J'aime bien. j'ai pas beaucoup j'aime pas trop les routines. Mais oui, alors peut-être je fais des choses, je me rends pas compte que ce que je le fais de façon systématique. Donc oui, les qualités, les passions. J'aime bien discuter avec eux de ce qu'ils aiment, les mangas, tout ça. Donc j'ai la chance d'avoir une fille qui est ado et du coup je suis un peu renseignée sur le sujet. Donc je peux avoir une discussion un peu poussée sur les passions du moment. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Ça, Carrément. j'aime bien faire ça pour bah, justement établir le lien et puis voir un peu quel rapport on peut avoir qui est différent. J'aime bien le côté aussi où je me présente pas comme quelqu'un qui va l'aider ou qui va lui apporter quelque chose, mais vraiment comme une relation d'égal à égal où on est là ensemble pour faire un truc ensemble
Et j'aime bien ce côté-là, voilà, pas de vraiment, je sais pas comment dire, sortir du cadre peut-être d'autres gens qu'ils ont pu aller voir avant, des médecins, d'autres professionnels qui les ont mis un peu dans une position basse, on va dire, et dans cette position dans laquelle ils sont aussi par rapport à leurs parents. Et moi, je suis vraiment dans une autre position pour établir un autre type de lien et créer d'autres choses. C'est vraiment, je dirais, ça que je fais peut-être de façon systématique. Ok, super. Alors j'ai envie de te demander, c'est quoi ton actualité? Alors comme on en a parlé tout à l'heure, cet épisode est enregistré en juin et nous sommes en octobre, début octobre quand cet épisode sort. C'est quoi ton actualité? Alors, mon actualité en octobre, c'est que je viens de sortir un livre qui s'appelle Adieu tristesse. Alors, qui n'est pas forcément consacré aux ados, mais qui est voilà, une façon de se rendre compte que souvent on fabrique nous-mêmes notre propre malheur, hein, comme le disait Slavik, et de voir comment on peut justement fabriquer notre propre bonheur tant qu'à faire, puisque comme c'est nous qui faisons les choses, autant les faire dans le bon sens. Et souvent je dis qu'en fait on s'hypnotise dans le mauvais sens à longueur de journée, justement en se disant je suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, etc. On se fait des suggestions à longueur de journée dont on n'a pas conscience, et l'idée c'est de pouvoir prendre conscience de ça pour pouvoir les retourner dans l'autre sens ou dans un sens qui nous paraît mieux, pour pouvoir justement avoir la vie qui nous ressemble, qui nous correspond et qui nous permet de se sentir exister pleinement. Génial, c'est important. Et l'autre actualité que j'ai, qui est toujours d'actualité, c'est que je fais donc des formations pour les hypnothérapeutes déjà installés, et notamment une formation hypnose enfant-ado qui permet justement d'avoir des outils pour accompagner ce public-là. Super. Où est-ce qu'on trouve toutes ces informations sur toi? Est-ce qu'il y a un site internet du Oui, coup? il y a un site qui s'appelle PAM Formation, PAM, PAM pour aller mieux, pamformation.com. Donc ça, c'est mon site de formation. Et mon site de thérapeute où il y a aussi mes livres, c'est pourallermieux.com. Parfait, super. Merci beaucoup. La dernière question, et je l'aime beaucoup. Si quelqu'un avait que 3 minutes et qu'il écouterait que les 3 dernières minutes de ce podcast, qu'est-ce que tu voudrais qu'il entende? Alors, que dans l'accompagnement des ados, c'est important de prendre en considération les parents, de pouvoir faire en sorte que le lien se rétablisse entre les uns et les autres, que la communication soit plus fluide et que chacun puisse faire un pas vers l'autre pour, euh, pour une, pour une vie quotidienne plus facilitée, plus agréable pour tout le monde. Canon. Merci beaucoup Valérie, c'était vraiment chouette. Cet échange était vraiment très chouette. Et Merci à ben, toi. merci à toi de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité. C'était super. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Croire en eux le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.